Aujourd'hui, on va continuer toujours avec les protocoles sécurisés avant d'aborder effectivement le firewall et l'IDS. Donc, parmi les protocoles sécurisés aussi, il y a le protocole PGP. Donc, ça fait partie des protocoles qui ont été développés pour toujours aussi assurer cette sécurité. Donc, c'est un protocole, comme vous le constatez sur le slide, qui permet d'introduire une sécurité au niveau d'un service qui est très utilisé sur Internet. Donc, parallèlement à la navigation sur Internet, c'est-à-dire le web, vous avez aussi le mail qui est très utilisé sur Internet, puisqu'actuellement, il y a des milliards de mails qui circulent chaque année sur le net. Et donc, PGP, il va contribuer à pouvoir, je dirais, réaliser une opération de confidentialité sur le mail, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous utilisez vos mails, ils seront expédiés sur le net d'une manière claire. Donc, ce que vous écrivez sur le mail, donc le contenu de votre mail, il est tel qu'il est, tel que vous l'avez écrit. Donc, sauf qu'il est transmis de bout en bout. Donc, moralité, ça veut dire que, y compris votre hébergeur mail, il peut toujours avoir un œil sur les mails que vous êtes en train d'échanger avec vos partenaires. Alors, si on veut passer justement à un niveau supérieur pour pouvoir assurer cette confidentialité, il y a justement ce protocole sécurisé qui a été introduit dans l'année 1991 par un chercheur américain qui est Phil Zimmermann. Donc, ce protocole, tel que son nom l'indique, quand vous voyez dans PGP, le P ne veut pas dire protocole, mais lui, il lui a donné un sens sur une expression en anglais qui permet de dire pretty good privacy. Donc, ça, c'est quoi? C'est pour dire que lui, il rajoute une certaine, je dirais, intimité au niveau du service mail. Donc, la traduction intégrale de pretty good privacy, c'est ce qui veut dire assez bonne intimité. Donc, il assure l'intimité entre deux partenaires qui vont échanger des mails entre eux. Et donc, moralité, ce qu'on peut dire, c'est PGP. Son objectif majeur, c'est d'assurer un service mail sécurisé. Ça, c'est pour retenir un peu l'objectif majeur de ce protocole. Et donc, ce protocole, qu'est-ce qu'il permet d'assurer? Il assure un certain nombre de fonctionnalités. Donc, la première, c'est effectivement, quand on parle de sécurité, on parle de confidentialité. Et donc, ce protocole permet d'assurer la confidentialité de l'information, c'est-à-dire du contenu de mail entre les deux partenaires. D'autre part aussi, il assure l'intégrité, c'est-à-dire que le message tel qu'il a été envoyé par l'expéditeur, c'est le même message qui va être reçu par le destinataire. Il assure aussi l'authenticité pour dire que quand vous avez un mail, vous êtes sûr que ce mail, vous l'avez reçu de telle personne, c'est-à-dire la personne qui l'a expédié. Et bien entendu, il assure aussi la non-répudiation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez l'acte de mail, celui qui a envoyé le mail, il ne pourra jamais renier avoir envoyé le mail. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un mécanisme je dirais, de signature qui est dans le mail. Et donc, quand on signe le mail, on le signe avec la clé privée. Et donc, automatiquement, on assure que effectivement, c'est la personne elle-même qui a envoyé, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est pour les fonctionnalités qui sont assurées par le protocole PGP. Alors, l'étape suivante,
qu'est-ce qui nous permet justement, qu'est-ce qui permet à PGP de pouvoir garantir ces différentes fonctionnalités. Donc, PGP, il est basé sur le chiffrement asymétrique. Ça veut dire ça veut dire que dans ce système, il va y avoir l'usage de clés publiques. Et donc, pour pouvoir utiliser PGP, ça veut dire qu'on doit disposer, bien entendu, de clés publiques. Donc, automatiquement, si on parle de clés publiques, implicitement, il y a les clés privées. Pourquoi? Parce qu'en général, chaque clé publique, elle marche avec une clé privée. Et automatiquement, grâce à cette clé publique, ça vous permettra effectivement de chiffrer le message pour le partenaire. Et donc, on utilise sa clé publique pour pouvoir lui envoyer un message. Et autre chose aussi, PGP utilise la signature. Donc là, automatiquement, ce qu'il faut savoir, à chaque fois qu'on parle de signature, on signe avec quoi? On signe avec la clé privée. Ça veut dire qu'il y a la clé privée qui est utilisée pour la signature. De la même manière aussi, on parle de hachage, et donc automatiquement, les fonctions de hachage doivent être utilisées justement dans le PGP pour permettre implicitement, ça c'est l'utilité du hachage. Pourquoi qu'on l'utilise? On l'utilise principalement pour assurer la fonction d'intégrité, pour dire que le message n'a pas été altéré. Alors automatiquement, le chiffrement qui permet d'utiliser la clé publique d'une manière réciproque, la clé secrète permet effectivement à la fois de déchiffrer, parce que quand vous recevez un message qui a été chiffré par votre clé publique, vous pouvez le déchiffrer grâce à votre clé secrète. Et aussi, cette clé secrète, elle peut être utilisée pour signer justement le message. Autre fonctionnalité qui est utilisée justement par PGP, c'est la compression. Donc, c'est quoi la compression? C'est, vous savez que l'email, il a un contenu. Et donc, automatiquement, on pense toujours à réduire un peu la taille de l'email pour permettre un échange fluide. Je l'avais dit tout à l'heure que les emails qui circulent sur le net, c'est autour des milliards, jusqu'à 4 milliards de mails qui circulent chaque année, chaque jour au niveau d'Internet. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir une idée, justement, Phil Zimmermann qui a pensé à l'idée de ne pas encombrer le net. Pourquoi? Parce que si le net est encombré, il va y avoir, je dirais, un décalage par la suite pour la délivrance des mails. Et ça, vous le savez que parmi les éléments du net qu'on doit prendre en charge, c'est un peu la qualité de service. Donc, la qualité de service est importante parce qu'il ne s'agit pas d'envoyer un mail et qui va être reçu dans 3 jours, 4 jours, etc. Et donc, il faut essayer que les emails puissent être, je dirais, reçus d'une manière presque instantanée. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est d'utiliser la technique de compression. Alors, quelqu'un pourrait dire, tiens, comment se fait-il qu'on arrive à compresser alors que l'information, c'est l'information utile, donc il n'y a pas moyen de la compresser. Bien non, je dirais la réponse est bien non. Pourquoi? Parce que la compression, elle va utiliser justement les caractéristiques du contenu qui est utilisé. Donc, vous avez une information, comment justement éviter d'avoir une taille assez grande. Et ça, je suppose que vous l'avez, même si vous ne l'avez pas compris, vous l'avez déjà utilisé. Donc, si vous avez vu les différents utilitaires tels que, par exemple, PKZip ou gzip ou autres, etc. Donc, vous prenez un fichier et vous allez le compresser. Vous allez voir que la taille du fichier va être sensiblement réduite. Et donc là, ça vous donne l'idée qu'on peut réduire la taille de l'information, que ce soit un fichier ou que ce soit un email, de la même manière. C'est un peu l'information qu'on a essayé de réduire sa taille.
Ça, c'est une technique qu'on verra par la suite quand on présente ce protocole PGP, comment on y arrive justement à compresser cette information pour essayer de la réduire. Et donc ça, ce sont les ingrédients, je dirais, de PGP, et comment Phil Zimmermann il a pu les utiliser, ce qui lui a permis effectivement d'aboutir à un système qui assure les différentes fonctionnalités qu'on a citées, à savoir la confidentialité, l'intégrité, l'authenticité et la non-répudiation. Et donc, ajouté à tous ces éléments, c'est que quand il envoie le message, il a la possibilité de compresser le message, ce qui permettra de réduire sa taille et donc, bien entendu, de ne pas influencer sur le net et de permettre un envoi assez rapide. Alors, voici l'algorithme de PGP. Et donc, comme on l'avait présenté au départ, donc ce que vous avez au départ, donc ne pas perdre de vue ça. Donc, vous avez deux partenaires, un expéditeur et un destinataire. Et donc là, il y a un algorithme ici à ce niveau qui permet justement de constituer le mail et de pouvoir l'envoyer avec PGP. Et ensuite, on verra à l'arrivée du mail au niveau du destinataire, vous avez un algorithme qui permet effectivement de traiter le message reçu pour pouvoir l'exploiter. Et donc, c'est pour cette raison que vous avez ces deux parties. Donc, vous avez l'algorithme, la partie expéditeur, donc qui désire envoyer un message M vers le destinataire B. Alors, première des choses, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est de calculer le haché du message M. Et donc là, vous avez une fonction de hachage H qui doit être utilisée. Bien entendu, vous avez cette fonction de hachage qui doit être bien entendu partagée entre le destinataire et l'expéditeur. Ça, pourquoi? Parce qu'on doit parler, je dirais, le même langage et donc utiliser les mêmes outils pour pouvoir se comprendre. Et donc, regardez ce qui est fait. La première des choses, on calcule le haché du message M qu'on désire envoyer. Donc, en réalité, ça veut dire que là, il y a la préparation préalable du message. Et donc, ensuite, ce message-là, il va subir ces différentes actions. La première, c'est de calculer le haché de ce message. La deuxième, c'est quoi? C'est la signature de ce haché. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser la clé privée de l'expéditeur qui permet effectivement de pouvoir signer le haché. Et donc là, en général, au niveau de la signature, on ne signe pas le message. Pourquoi? Parce que le message, il est assez grand. Et donc, la signature elle-même devient encombrante. Donc, au niveau de cryptographique, qu'est-ce qu'on fait en général? Au lieu de signer tout le message, il suffit de compresser ce message par un condensé, puisque le HM, en général, c'est toujours une taille réduite par rapport au message. Et donc, on va signer ce haché. Une fois que c'est fait, donc qu'est-ce qu'on fait? Il va y avoir l'opération de compression. Donc, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que là, qu'est-ce qu'on va faire? On a le haché et on a le message M. Donc, ici, dans cette opération, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez HM, qui est le haché, avec les deux barres M. Les deux barres, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la concaténation. La concaténation, c'est quoi? C'est de mettre une information à côté de l'autre. C'est-à-dire que vous allez constituer un nouveau message dont l'entête, c'est le haché, et la suite, c'est le message. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous faites une nouvelle construction, une nouvelle information qui est composée de la signature du haché du message. Donc, c'est ce qu'on a pu obtenir grâce à l'étape 1 et l'étape 2. Donc, la voilà. Et ça va être concaténé au message M. Et donc là, ça veut dire que notre information, elle est composée de deux parties. La première partie, c'est la signature du haché. La deuxième partie, c'est le message lui-même. Et donc, qu'est-ce qu'on fait?
on lui applique une fonction zip. Donc, cette fonction zip, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de faire la compression de tout l'argument qui est là et qui est constitué des deux parties, à savoir la signature du haché plus le message. Alors ça, ça nous permettra d'obtenir une nouvelle information qu'on appelle ici dans l'algorithme CM. CM qui veut dire Compressed Message. Donc, c'est le message compressé qui est obtenu par cette fonctionnalité. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, on verra par la suite comment elle opère justement cette fonctionnalité pour comprendre un peu quelle est la technique qui est utilisée au niveau du mécanisme de compression. Alors, qu'est-ce qu'on fait par la suite? C'est on choisit une clé de session K et on va la chiffrer avec on va chiffrer ce message qui est obtenu, donc ce message compressé, en utilisant la clé de session qu'on vient de produire. Donc ça permettra effectivement d'avoir par la suite le message compressé qui est chiffré. Donc là, vous comprenez un peu que l'utilité de la chose, c'est quoi? C'est d'avoir une certaine confidentialité. Ça veut dire que notre information, on ne va pas l'envoyer en clair. Donc l'information, elle va envoyer en mode crypté. Alors ensuite, une fois qu'on a chiffré le message compressé, grâce à la clé qu'on vient de créer, la même chose, cette même clé qui a été utilisée pour chiffrer ce message compressé, elle-même, elle sera chiffrée par la clé publique de B, c'est-à-dire la clé publique du destinataire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on utilise la clé publique du destinataire et on va chiffrer cette clé. Vous comprenez effectivement pourquoi qu'on fait ça, parce que la clé avec laquelle on a chiffré, il faudrait que le partenaire puisse la découvrir par la suite. Donc, comme lui, il la connaît pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de la chiffrer et de lui envoyer cette clé. Donc, ça lui permettra par la suite de pouvoir prendre connaissance de cette clé. Et on continue dans la même lancée. Donc, vous avez, on a le message compressé qu'on a chiffré. Donc, on prend cette partie-là. Et de la même manière, on va la concaténer avec cette partie-là, qui est la clé de session qui est chiffrée. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est concaténer. Et donc, on obtient un nouveau message. Ce nouveau message, c'est quoi? Il est constitué de deux parties. La première partie, c'est le chiffrement du message compressé. La deuxième partie, c'est la clé de session qui a permis de chiffrer justement ce message. Alors ensuite, on va faire une opération supplémentaire. Donc cette opération, ce qu'on appelle la segmentation Radix 64. Alors c'est quoi cette opération de Radix 64? C'est une opération qui permet justement d'assurer une certaine interopérabilité entre les différents partenaires. Donc, l'idée, comme vous le voyez, Radix 64, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser une base à 64 éléments. On verra par la suite c'est quoi. Et on va coder justement toute l'information selon justement ce principe de cette base Radix 64. Et ça permettra justement, quel est son rôle? Son rôle, c'est d'interopérabilité entre les différents partenaires. C'est-à-dire que quand il reçoit l'information, elle est normalisée. Et donc, ça lui permettra effectivement de prendre en charge cette nouvelle forme de faire les choses. Et automatiquement, là, celui qui envoie, il va convertir l'information telle qu'il a en Radix. Et par la suite, vous avez deviné qu'à l'arrivée, on va faire l'opération inverse, c'est-à-dire de la base Radix, on revient à la base classique ASCII qui est utilisée. Et la dernière étape,
c'est ce qu'on va faire, c'est vous savez qu'un message, on ne peut pas l'envoyer directement tel qu'il est, donc on va le segmenter. Et c'est pour ça que cette opération qui existe ici juste avant, donc ce qui permettra à un message de pouvoir être envoyé, donc il est décomposé en segments. Et bien entendu, à l'arrivée, c'est le chemin inverse, c'est-à-dire on collecte tous les segments et ensuite on revient à l'information usuelle. Donc ça, c'est ce qui permet effectivement d'assurer l'envoi d'un message selon ce protocole PGP. Alors bien entendu, donc, de ce message vers son destinataire, donc c'est ce qui va se passer. Vous allez voir que on va faire un peu le chemin inverse ou l'opération inverse pour pouvoir décoder le message qui a été reçu. Alors, vous avez votre message qui est arrivé. Donc, rappelez-vous, il est justement codé en segments radix. Donc, chaque segment, ça, c'est pour permettre justement l'envoi du message au lieu de l'envoyer par des blocs qui sont assez gros. Ça va être des blocs qui sont basés justement sur cette segmentation en radix 64. Et ça permettra d'avoir une meilleure fluidité d'envoi de ces segments en partie. Une fois arrivé, donc qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de faire l'opération inverse, c'est-à-dire que chaque segment il sera converti selon la forme usuelle, c'est-à-dire la version binaire du message. Alors, une fois que c'est fait, ça veut dire qu'on retrouve notre message en binaire. Donc, le message en binaire tel qu'il a été envoyé, c'est juste pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Donc, on voit ce qui est fait. Le message, avant qu'il soit converti en radix 64, c'était ça. Donc, c'était ces deux parties-là. Donc, il est composé de deux parties. C'est le chiffrement du message compressé avec la clé de session. Et là, c'est la clé de session qui est chiffrée avec la clé publique du destinataire. Donc, vous comprenez que la première étape, c'est quoi? C'est de prendre connaissance de cette clé de session qui a permis de chiffrer votre message. Et donc là, le destinataire B, il va déchiffrer cette clé pour avoir cette clé de session. Alors ici, il va déchiffrer avec quoi? Donc, il va déchiffrer avec sa clé privée. Pourquoi? Parce que l'expéditeur, il a chiffré la clé de session avec la clé publique du destinataire. Et donc, le destinataire, pour pouvoir déchiffrer, tout simplement, il va utiliser sa clé privée, ce qui lui permettra d'obtenir la clé de session K. Une fois qu'il a cette clé de session K, il pourra déchiffrer ce message qui a été chiffré par la clé de session K. Donc, quand il va déchiffrer, et donc là, cette opération-là, ça veut dire qu'on lui applique le déchiffrement. Et donc, on sait que le déchiffrement composé au chiffrement, ça donne l'identité. Et donc, ce qui nous permet d'avoir ce message qui est CM. Donc là, une fois arrivé à ce stade, ça veut dire qu'on a pu avoir le message qui est compressé. Tout simplement, pour revenir un peu à l'étape qui a permis de créer ce message compressé, rappelez-vous, on a appliqué la fonction zip, donc qui permet de zipper, qui permet de compresser. Donc, automatiquement, à l'arrivée, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire l'opération inverse. Ça veut dire qu'on doit faire l'opération de dézipper et donc de décompresser. Donc, si je vais décompresser le message CM, donc ce que je vais obtenir, là, il suffit de revenir au slide précédent. Donc, ce qu'on a zippé, c'était ça, la signature du HM et le N. Donc, quand on va dézipper, on va obtenir cette information-là. Donc, quand on va dézipper, on va obtenir cette information qui est la signature
du haché du message concaténé au message lui-même. Alors, bien entendu, donc, à l'arrivée, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait cette opération on va calculer le HM. Donc là, j'ai le M et j'ai le HM ici, donc qui est reçu. Donc, ce que je peux faire, c'est de calculer le haché de ce message-là. Et pourquoi? Parce que ça me permettra effectivement de pouvoir vérifier cette signature. Donc, on sait que la signature est universellement vérifiable. Donc, elle a été signée par la clé privée de A. Donc, pour pouvoir vérifier, je vais utiliser la clé publique de A. Et donc, ce qui va m'obtenir cette partie-là. Donc, cette partie-là, je vais la comparer avec le haché de ce message. Donc, s'il y a égalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon message, tel qu'il a été envoyé, tel que je l'ai reçu. S'il n'y a pas égalité, donc automatiquement, cette information n'est pas fiable et donc elle peut être, je dirais, refusée. Et donc, ça, ce qui nous permet justement de s'assurer qu'on a reçu le message tel qu'il a été envoyé. Et donc là, ce qui permet d'assurer une intégrité du message envoyé de part et d'autre. Et donc là, vous voyez que moralité, c'est que pour utiliser PGP, ça veut dire que vous avez automatiquement de part et d'autre des partenaires. Vous avez un programme qui doit être chez le partenaire A qui puisse utiliser PGP et vous avez aussi une même copie du programme qui existe au niveau du partenaire B et qui permettent effectivement de, je dirais, réaliser les mêmes opérations. Pourquoi? Parce que là, on a mis l'exemple où Alice va envoyer un message à Bob et d'une manière réciproque aussi, Bob peut envoyer un message vers Alice. Et donc, c'est pour ça que je dis, vous avez le même programme qui est utilisé de part et d'autre. Donc, ce programme, à vrai dire, est constitué de deux algorithmes. Donc, le premier algorithme, c'est ce qu'on a vu, c'est l'envoi de messages. Et le deuxième algorithme, c'est quoi? C'est la réception de messages. Et donc, dans le logiciel, en général, vous avez les deux parties qui vous permettent aussi bien d'envoyer le message et de l'autre côté, de pouvoir recevoir votre message. Autre chose aussi à retenir, c'est que dans ce système, on utilise les clés publiques. C'est-à-dire que vous avez la clé publique et la clé privée. Bien entendu, chaque partenaire, il a sa clé publique et sa clé privée. Mais maintenant, dans cet algorithme, ça suppose quoi? Ça suppose que si vous voulez communiquer avec une autre partie, c'est que cette partie-là, elle doit être, je dirais, en connaissance de votre clé publique. Ça veut dire que dans le PGP, il faudrait avoir un mécanisme qui nous permet justement de partager notre clé publique. Et pourquoi? Parce que cette clé publique, elle est utilisée justement dans l'envoi et la réception. Donc, vous voyez que dans l'envoi, vous êtes obligé d'utiliser la clé publique du destinataire. Au niveau de la réception, vous êtes obligé d'utiliser la clé publique de l'expéditeur pour pouvoir vérifier sa signature. Et donc là, ça veut dire que les partenaires, ils doivent au préalable avoir échangé entre eux leurs clés publiques respectives. Alors, on avait dit que cet algorithme, il assure les fonctions de confidentialité, d'authenticité, d'intégrité, etc. Donc là, comme on a vu l'algorithme, on peut effectivement analyser l'algorithme et ça nous permettra de s'assurer qu'effectivement, il y a une certaine authenticité. Donc, si je parle de l'authentification, l'expéditeur qui, lui, a créé son message, il a ensuite calculé son haché, donc il a signé le haché avec sa clé privée. Donc, cette signature qui est attachée au message, à la réception, c'est cette signature qui est utilisée pour l'authentification. Pourquoi? Parce que vous avez reçu un message qui est un message avec sa signature. La signature, elle a été faite avec quoi?
elle a été faite avec la clé privée de l'expéditeur. Or, on sait que dans ce système, la clé privée, elle n'est connue que par son propriétaire. Donc, personne ne connaît la clé privée. Et donc, une fois que vous allez recevoir et vous allez faire, puisque à la fin, qu'est-ce qu'on a vu dans l'algorithme, c'est de vérifier la signature. Donc, si je vérifie la signature, il s'avère que la signature, elle est authentique, elle est vraie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis sûr que c'est l'expéditeur qui a envoyé ce message. Alors là, j'ouvre juste une petite parenthèse en disant, moi, je suis sûr que l'expéditeur a envoyé. Là, ça peut ne pas être physiquement, c'est-à-dire réellement, c'est la réalité absolue. Pourquoi? Parce que le principe de la cryptographie, ça suppose que la clé privée, elle est secrète et elle est détenue par son propriétaire. Maintenant, si vous avez votre clé privée et vous allez annoncer votre clé privée à votre ami ou à votre frère et autres, etc., si cette personne qui a pris connaissance de votre clé privée, elle a envoyé un message à votre place, bah, automatiquement, c'est pour le système, il ne pourra jamais savoir que c'est votre frère ou votre ami qui a envoyé le truc. Pour lui, c'est celui qui est en connaissance de la clé secrète qui a envoyé. Et pour lui, qui est en connaissance de la clé secrète, c'est le propriétaire de la clé. Donc ça, c'est pour enlever un peu cette illusion. Et ça, c'est pour se mettre dans les conditions justement d'utilisation des clés publiques et des clés privées. Et donc là, pour le système, il est assuré de l'authentification. Ça veut dire que là, dans ce système, si quelqu'un envoie, par exemple, un message de menace, par exemple, à quelqu'un d'autre, automatiquement, le propriétaire de la clé privée, c'est lui qui va être incriminé, même si physiquement, c'était pas lui qui a envoyé. Pourquoi? Parce qu'il a pu dévoiler sa clé privée et quelqu'un d'autre a utilisé sa clé privée. Automatiquement, ça engage sa responsabilité en tant que propriétaire de cette clé. Donc ça, c'est pour juste parler de cette authentification qui est utilisée et le sens qui lui est donné dans le contexte de la cryptographie. Et donc, à travers ça, au niveau de ces opérations de l'algorithme, on s'assure qu'effectivement, il y a l'authenticité telle qu'elle a été donnée au préalable, c'est-à-dire qu'on avait dit que ce protocole vise l'authenticité au niveau de l'échange des messages. La fonctionnalité suivante, on avait dit que le PGP, il assure la confidentialité. Ben, effectivement, la confidentialité, quand on voit le déroulement de la création de messages avant son envoi, il y a une clé de session qui est utilisée et vous avez le message qui est chiffré en utilisant cette clé de session et cette même clé de session qui est chiffrée avec la clé publique du destinataire. Et donc là, si la clé publique elle a été chiffrée par la clé publique du destinataire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par la suite, seul le destinataire peut déchiffrer cette clé. Pourquoi? Parce que la clé, elle a été chiffrée par sa clé publique. Qui peut la déchiffrer? Seul le destinataire peut déchiffrer cette clé publique. Et donc là, ce qui nous permet d'assurer cette confidentialité entre les deux partenaires, c'est-à-dire vous avez envoyé un message qui est chiffré et vous êtes sûr que seul le destinataire peut déchiffrer. Pourquoi? Parce que le message est chiffré avec la clé de session, alors que la clé de session elle-même, elle a été chiffrée par la clé publique du destinataire. Et donc, comme la clé de session elle a été chiffrée par la clé publique du destinataire, seul le destinataire peut déchiffrer cette clé de session. Et donc, du coup, vous êtes sûr d'avoir une confidentialité entre l'émetteur, c'est-à-dire l'expéditeur, et le destinataire. Et donc ça nous permet effectivement d'assurer cette fonctionnalité la fonctionnalité de confidentialité entre les deux partenaires. Alors la session elle va s'arrêter tout de suite, donc j'arrête tout de suite pour continuer le reste du cours. Explication concernant le PGP. Donc on a vu à travers ça que
à travers toutes ces actions-là, c'est que la confidentialité est assurée effectivement par ce protocole PGP. Alors, dans la suite, on avait parlé tout à l'heure de la compression. Donc, la compression, on va dire, c'est quoi? Je dirais tout simplement, c'est une technique informatique qui est utilisée. C'est-à-dire, vous avez une chaîne de caractères. En général, ce qu'on a constaté au niveau de l'analyse, parce qu'un message, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères. Donc, au niveau de cette chaîne de caractères, si vous analysez vos chaînes de caractères, et c'est ça le principe justement de zipper les fichiers, c'est qu'on analyse les chaînes de caractères qu'il y a à l'intérieur, et vous avez automatiquement des chaînes qui se répètent. Donc, la technique, c'est quoi? Pour compresser, donc au lieu de répéter la même chaîne, donc ce qui est fait, c'est que la répétition de la chaîne, elle sera remplacée par un code plus court. Et c'est comme ça qu'on arrive à gagner de l'espace au niveau de la compression. Donc ça, c'est le principe, je dirais, global qui est utilisé pour comprendre comment se fait justement la compression. Donc, c'est cette technique qui est utilisée, à savoir l'analyse de la chaîne et ensuite toutes les sous-chaînes qui sont redondantes. Donc, on garde uniquement la première et les autres occurrences de la même chaîne, elles sont remplacées automatiquement par un code plus court. Donc, ce qui permettra justement de gagner Donc, ça, c'est au niveau de la compression et son intérêt. Donc, son intérêt, c'est de réduire la taille du message. Et donc, automatiquement, ça permettra une meilleure fluidité et un meilleur envoi au niveau de, je dirais, du réseau. Donc, ça, c'est l'intérêt d'avoir justement la compression. Donc, on a pensé, c'est-à-dire que Zimmerman, quand il a développé cet algorithme, il a eu aussi justement sur le côté pratique de l'usage de ces messages. Donc, ils vont être diffusés à travers le net. Donc, à travers le net, on est obligé d'avoir quand même, je dirais, une vue sur la qualité de service pour ne pas encombrer justement encombrer le réseau par des messages qui sont assez longs. En général, si les messages sont assez longs, donc ça va constituer un encombrement, je dirais, sur le réseau. Et donc, vous comprenez quels sont tous les impacts par la suite avec tous les problèmes de collision, tous les problèmes de traitement qui font alourdir la différence de messages. Donc, les messages vont être quasiment retardés sur le net. Et ça, c'est quelque chose je dirais, qui ne plaît pas un peu à l'utilisateur. Pourquoi? Parce que l'utilisateur, c'est un peu ça. Ça, c'est la vue et l'esprit humain, c'est de ne pas vouloir attendre longtemps et d'être servi très rapidement. Donc ça, c'était un peu dans cette optique que la compression a été produite. Alors, voici un exemple pour que vous puissiez comprendre un peu juste le principe. On ne vous donne pas toute la technique, tout l'algorithme, celui qui veut voir l'algorithme. Donc, il y a des références sur le net pour voir les algorithmes qui sont utilisés. Donc, ici, c'est juste le principe. Ce qu'on avait dit, c'est on a une chaîne de caractères. Ben, automatiquement, on va analyser cette chaîne de caractères. Ben, automatiquement, quand on voit cette chaîne de caractères, on va voir qu'il y a des sous-chaînes qui se répètent à l'intérieur. Donc ici, voici la phrase. Donc quand vous voyez attentivement cette phrase, donc regardez, vous avez cette chaîne, the more he, vous allez la voir qu'elle existe ici. Et donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de prendre cette chaîne, donc de reprendre cette chaîne, effectivement. Là, vous voyez qu'il n'y a pas que cette chaîne qui se répète. Hein, c'est the more he, il y a aussi the letter. Et voilà, the letter donc, qui existe ici. Et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, vous avez un message qui est assez long.
vous allez voir que effectivement, il y a des chaînes qui se répètent. Donc, l'idée, c'est quoi? Donc, là, on garde le premier, mais une fois qu'on a le deuxième, on ne va pas le reprendre tel qu'il est. On va le reprendre tout simplement par ce code. Donc, le code qui permet de dire quoi? 18, ça vous donne la position au niveau de votre chaîne. 10, c'est la longueur. Et donc, automatiquement, toutes les sous-chaînes redondantes de la même, je dirais, forme que celle-là, vont être remplacées par un code sous cette forme. Donc, qui permet de dire tout simplement, il va lui donner la position et la taille qui sera utilisée. Et donc, ça permet effectivement de réduire la taille du message. Donc, le message, il ne sera pas écrit sous sa forme initiale, mais il sera écrit sous une nouvelle forme. Donc, vous avez la chaîne. Ensuite, si elle se répète, on n'écrit pas la même chaîne, mais on écrit ce code qui est relativement plus court que ces éléments-là. Et de la même manière, ici, vous regardez the letter qui sera remplacé aussi par son code, donc qui permet de pointer vers sa position, c'est-à-dire à quelle position se trouve cette sous-chaîne, et bien entendu la taille de la taille de la séquence. Donc ça, c'était juste une ouverture qui vous permet de comprendre un peu comment les choses évoluent et comment que ces choses ont été mises en œuvre. Donc ça, c'est le principe justement de la compression. Donc comment, parce qu'a priori, on te dit, tiens, un fichier, comment j'arrive à le compresser? Ça veut dire que je vais supprimer des informations? Non, je ne vais pas supprimer des informations, mais je vais remplacer des informations par d'autres qui sont plus courtes, et donc c'est comme ça que je vais gagner en espace. Bon, pour PGP, donc, il va fournir des informations binaires, et donc pour assurer une certaine compatibilité, donc on est obligé d'utiliser une base qui permet justement de réaliser cette compatibilité entre les différents emails. Alors, il utilise justement l'algorithme Radix 64. Là aussi, on avait dit que on doit jeter un coup d'œil sur le Radix 64, c'est quoi et comment il fonctionne pour comprendre un peu les choses. Alors, l'algorithme Radix 64, il est sous cette forme-là. Donc, ce qu'on va voir, c'est, comme son nom l'indique, Radix 64, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une base de 0 jusqu'à 63. Donc, cette base de 0 à 63, c'est quoi? On va dire, ça englobe tous les caractères. Donc, c'est comme ça qu'ils sont codés, de 0 jusqu'à 25, c'est les caractères majuscules. Ensuite, de 26 à 51, c'est les caractères minuscules. Ensuite, vous avez les chiffres qui sont utilisés, donc de 0 jusqu'à 9. Et on a rajouté des éléments supplémentaires qui sont pour l'usage justement des segments qui sont utilisés, à savoir le plus et le slash. Alors, pour pouvoir faire cette conversion, regardez ce qui se passe. Supposons que vous avez 24 bits divisés en 4 éléments de 6, donc sous cette forme-là. Donc, chaque élément, il est en 6 bits. Donc, cet élément-là, chaque élément, il va être converti, justement, en un nombre entre 0 et 63. Donc, il va être converti sous cette forme-là. Et donc, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner, par exemple, celui-là, c'est où vous convertissez, ça vous donne la valeur 8. Celui-là, quand vous faites la conversion, donc ça va donner la valeur 53. Donc, il sera sous cette forme, et ainsi de suite. Et donc ça, vous allez par la suite, à partir de ces valeurs-là, les convertir selon les codes qui leur correspondent. Et donc, automatiquement, donc, cette suite de valeurs, vous allez la remplacer avec ces éléments. Donc,
le radix, il va produire des caractères comme des codes ASCII de 8 bits. Donc, c'est un peu la même forme qui est utilisée. Donc, pour pouvoir passer à l'ASCII sous forme de 32 bits, donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va étendre 24 bits en 32 bits, c'est-à-dire quand il a 24 bits à utiliser, il va les étendre en 32 bits. Et ça, c'est ce qui lui permet d'avoir des codes ASCII. Et c'est ce qui permet effectivement de pouvoir, je dirais, assurer cette compatibilité avec les différents, je dirais, utilitaires. Alors ça, c'est pour les différents aspects qui ont été utilisés justement dans le PGP. Alors, d'un point de vue pratique, si je veux utiliser le PGP, donc vous pouvez l'introduire parce que dans tous les emails qui existent, d'une manière implicite, vous avez les emails qui sont échangés d'une manière, je dirais, en clair. Donc, si vous voulez rajouter de l'intimité et de la confidentialité à vos emails, vous êtes obligé de rajouter PGP à votre système email. Alors, comment le faire? Bien entendu, vous avez des plateformes qui sont différentes, que ce soit des plateformes sur Windows ou bien des plateformes sous Unix. D'une manière générale, il n'y a pas beaucoup de changements. C'est juste vous faire comprendre dans l'exemple sous Windows. Et ça vous permettra de comprendre un peu comment les choses ont été mises en œuvre. Donc, vous pouvez essayer ça, par exemple, au niveau de TTP, pour voir. Là, je donne l'exemple sur Windows, et ensuite, on peut translater ça vers le monde Linux. C'est des choses qui sont, je dirais, presque identiques dans le principe. Donc, c'est vrai que vous pouvez trouver les utilitaires qui peuvent changer de part et d'autre, mais vous avez toujours le même principe qui est utilisé. Alors, pour pouvoir le réaliser justement sur la plateforme Windows, donc ce que vous avez, vous êtes obligé d'avoir un client qu'on appelle le Thunderbird. Donc ça, c'est un peu représenté par cette image. Le Thunderbird, c'est quoi? C'est quelque chose qui... Le nom, c'est quoi? Donc, si vous faites la traduction de Thunderbird, c'est ce qu'on appelle l'oiseau de tonnerre. Donc, ça, c'est un peu un truc, comme vous comprenez que Zimmerman, c'est un Américain. Donc, il a pris le nom d'une certaine culture américaine. Principalement, ce sont les Indiens aux États-Unis. Donc, ces Indiens-là, ils ont une certaine mythologie en pensant qu'il y a un certain oiseau qui, lui, quand il arrive, il ramène le tonnerre parce que aux États-Unis, donc vous avez un climat qui est un peu particulier où il y a beaucoup de tonnerre, il y a beaucoup de, je dirais, de phénomènes météorologiques qui sont induits par l'océan. Et automatiquement, ces Indiens, ils pensaient effectivement que cet oiseau-là, quand il arrive, il ramène avec lui le tonnerre. Donc lui, il s'est inspiré de ça pour donner ce nom aux clients de messagerie. Donc c'est ce que j'avais dit. De part et d'autre, vous avez un logiciel qui est au niveau de l'expéditeur et un logiciel qui est au niveau de destinataire pour pouvoir utiliser PGP. Et donc, Thunderbird, c'est un client qui permet de recevoir le courrier électronique et d'effectuer les opérations de chiffrement, déchiffrement des messages. Parce qu'on a vu dans le PGP, c'est que les messages ont été chiffrés. Donc, à la réception, vous êtes obligé de déchiffrer ces messages. Comme vous pouvez, au niveau de l'envoi, chiffrer vos messages avant de pouvoir les envoyer. Et donc là, ce qu'il vous faut, c'est que ce client qui existe, alors ce client... il existe sur Internet et c'est un open source. Donc, ça veut dire que quelque chose qui est gratuit et que vous pouvez télécharger et vous pouvez l'intégrer au niveau de votre messager. Le deuxième élément donc, qui va être utilisé,
Un blocage. Oui. Il y a eu juste un petit blocage de la connexion. Alors, j'avais dit que vous avez besoin du premier logiciel qui est le Thunderbird, qui lui permet de faire des chiffrements, déchiffrements. Et vous avez aussi d'autres éléments que vous devez intégrer. Donc, le deuxième, c'est quoi? C'est GPG for Win. Vous comprenez, c'est GPG for Windows. Donc, lui, c'est le moyen qui peut être utilisé justement sur la plateforme Windows. Donc, qu'il va falloir aussi intégrer, et donc qui permet de faire ce lien justement sur la plateforme Windows. Et vous avez le troisième utilitaire, c'est Enigmail. Donc, c'est l'extension qui fait la liaison complémentaire et qui vient de se greffer à Thunderbird. Et donc, l'idée pour lui, c'est quoi? C'est d'avoir cette liaison et de faire le lien entre les deux. C'est-à-dire, d'une part, Thunderbird, et l'autre partie, c'est GPG for Win, parce que GPG for Win, c'est lui qui va interagir avec la plateforme Windows. Et donc, ces deux logiciels ont besoin d'une liaison qui permet de faire le lien entre eux directement. Donc, c'est ce qui a été fait pour l'implémentation de ce logiciel. Et pourquoi? Parce que vous avez ici la plateforme pour Windows. Vous pouvez avoir dans un autre cas la plateforme Linux, par exemple. Et donc là, vous aurez besoin d'un GPG for Linux et non pas pour Windows. Et donc, en faisant, je dis, le téléchargement de ces trois éléments-là, ça vous permettra effectivement de pouvoir mettre en œuvre par la suite votre algorithme PGP qui peut être opérationnel. Alors, bien entendu, une fois que vous avez téléchargé ces différents éléments, donc automatiquement, vous êtes obligé de configurer justement ces applications-là pour pouvoir les utiliser effectivement dans votre, je dirais, dans votre système réel. Et là, dans cette configuration, vous allez voir qu'on va reprendre un peu tous les concepts et les informations de base qu'on avait citées tout à l'heure, entre autres l'usage des clés publiques. Vous avez la clé privée que vous devez posséder vous-même, l'utilisation de fonctions de hachage, etc. Et donc, vous avez le processus de chiffrement. Donc, tous ces éléments-là, vous allez les rencontrer au niveau de vos utilitaires que vous avez chargés, c'est-à-dire les trois utilitaires qui doivent être au préalable installés et ensuite configurés l'un à la suite de l'autre avec un certain nombre de détails qui sont donnés. Donc, je m'arrête à cette phase. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de détails qu'il va falloir donner et donc on ne pourra pas le faire aujourd'hui. Donc, ça vous donne l'idée de PGP qui a été expliquée et comment il fonctionne. Dans cette seconde partie, le but, c'est quoi? C'est de vous montrer comment rendre justement PGP effectif sur une plateforme Windows. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a des utilitaires qui ont été donnés, qui doivent être téléchargés. Ensuite, l'étape suivante, c'est d'être configurés. Et on va montrer un peu comment on va, puisqu'on avait dit qu'à un moment donné, il y a les clés publiques, comment justement créer les clés publiques, comment les diffuser aux partenaires, etc., etc. Donc, tous ces aspects-là qu'on va voir au prochain cours, Inch'Allah. Donc, au revoir et à la prochaine.